Un petit bidon, mon pépère. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du tour. On n'a jamais vu ça. Aïe aïe aïe, attention Philippe, vous ne pas rappeler. Allez mon grand, t'es grand aujourd'hui, t'es grand. Chapeau. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Eto qui décrypte l'actualité cycliste. Cette semaine, on a eu un grand jour, le retour de Thibaut Pinot victorieux. On l'a vu au Tour des Alpes, la victoire de Thibaut Pinot qui a fait beaucoup de bien aux coureurs franc-comtois. Petite dédicace avant de commencer ce podcast, bien évidemment. Mais aujourd'hui, on va pas tant que ça rentrer dans les détails de ce Tour des Alpes remporté par un Français, Romain Bardet. On va se concentrer sur les classiques ardennaises avec Liège-Bastogne-Liège qui a eu lieu dimanche dernier, remporté par Remco Evenepoel chez les hommes et Annemiek van Vleuten chez les femmes. Et on aura aussi un petit mot sur la Flèche Wallonne qui a eu lieu mercredi dernier avec les victoires de Dylan Teuns et Marta Cavalli. On va donc revenir sur ces différentes classiques ardennaises et notamment Remco Evenepoel. Pour parler de tout ça, j'accueille avec grand plaisir trois de nos spécialistes du groupe Eto. Deux étaient déjà là la semaine dernière. On commence par Théo qui avait vu juste avec Dylan Teuns. Salut Théo. Salut à tous, j'avais vu juste mais pas sur la bonne course, dommage. Oui, t'avais dit Dylan Teuns sur Liège-Bastogne-Liège, au final c'était la Flèche Wallonne, mais c'était déjà pas mal de l'avoir cité. On est également avec Louis. Salut Louis. Salut Mathieu, salut à tous. C'est vrai, moi j'ai pas eu le bon feeling parce que j'avais mis Pogačar pour Liège et il a déclaré forfait pour les raisons qu'on connaît. Et tout à fait, Pogačar, on a une pensée évidemment à Tadej Pogačar, à la famille de sa compagne Urška Zigart également. Et on complète l'équipe pour ce podcast avec Johan. Salut Johan. Salut à tous. Et bien voilà, à présent vous savez tout, attention au départ à Chasse Patate, c'est parti. Alors on va donc commencer ce podcast en regardant un petit peu dans l'ensemble ce Liège-Bastogne-Liège qu'on a eu dimanche dernier avec donc la victoire de Remco Evenepoel qui est parti au sommet de la côte de la Redoute. Côte de la Redoute d'ailleurs avec un très bel hommage à Philippe Gilbert qui disputait là sa dernière doyenne, sa 17e et dernière doyenne. Concrètement, de manière générale, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce Liège-Bastogne-Liège Johan, pour commencer? J'ai détesté, je trouvais que c'était une purge, vraiment, caricature de ce qui est devenu cette course. Est-ce que c'est la course en elle-même que tu as détesté ou c'est les Ardennaises qui te saoulent à force? J'ai bien aimé les courses féminines. Les courses féminines étaient bien, elles étaient jolies, elles étaient intéressantes. Quand tu compares vraiment, le constat il est terrible, je trouve, le peloton sur Liège. Tu as eu un peu les outsiders qui attaquaient à 60 bornes, c'était un petit peu intéressant. Mais après, le peloton des leaders était apathique, mais c'était catastrophe, quoi. Il y a Remco Evenepoel qui a eu un gros coup de panache et qui allait chercher sa victoire, mais derrière, c'était l'enterrement, c'était abominable. Justement, je crois que c'est toi qui le disais sur Twitter, tu as fait un tweet, il serait temps quand même que le cyclisme masculin se professionnalise et prenne l'exemple du cyclisme féminin, un peu ironique, mais il y a les disparités de niveau, c'est un peu trop marqué et tout, c'est pas très intéressant. Ouais, non. Mais oui, c'était un peu ironique, mais c'est quand même très triste à voir l'attitude des favoris derrière qui roulent pas complètement à fond derrière Evenepoel et qui après, dans un roche-au-faucon, s'enterrent tous, qui se regardent tous, il y a les pleines balles parce qu'il y a l'autre devant qui est en train de gagner. Vraiment, c'est triste. Après ça, c'est un phénomène qu'on voit de plus en plus et qu'on voit pas que sur les classiques ardennaises. Ça fait depuis même 2020 qu'on voit ça sur pas mal de courses. Pour le coup, sur cette année, sur toutes les classiques qu'on a depuis le début d'année, c'est plutôt la tendance inverse. C'est la course qui se lance de loin, des grosses attaques de favoris. Même s'il y a des gros coureurs qui vont devant, on roule quand même derrière, on essaye quand même de revenir. Typiquement le Tour des Flandres où on passe à deux doigts d'un retournement de situation. Là, c'était vraiment le truc cliché des années 2010 qu'on n'avait plus envie de voir, quoi. C'est un peu triste de retrouver des courses comme ça. Théo, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu es déçu toi aussi du scénario de ce Liège-Bastogne-Liège? Non, pas forcément déçu. Mis à part la chute, je veux dire, le scénario était plus ou moins attendu. Enfin voilà, j'ai pas été agréablement surpris, mais j'ai pas été non plus déçu. Voilà, je suis moins virulent, quoi. Mais non, c'était un Liège-Bastogne-Liège. En fait, le problème, c'est surtout que tu le compares au début de saison où il y avait quand même beaucoup de courses très intéressantes. Là, c'est beaucoup plus, on revient dans une normalité qui, peut-être fait à titre de comparaison, est un peu plus morne, quoi. Le problème, c'est ce avec quoi on compare Liège-Bastogne-Liège, en gros. Bah oui, si on compare aux deux derniers monuments,
parce que bon, Milan-San Remo, c'est pas pareil, mais si on parle de dernier monument, oui, c'est sûr que c'est un peu moyen, quoi, la copie de Liège-Bastogne-Liège par rapport au Ronde. Même aux 3 derniers, hein, enfin, même Milan-San Remo. Oui, Milan-San Remo, c'était intéressant, mais ça reste. Bon, en termes d'intérêt, je pense que c'était à peu près au même niveau que Liège-Bastogne-Liège. Alors je vais paraphraser Geoffrey dans le dernier podcast, il nous disait un Paris-Roubaix c'est une bonne course par rapport à Paris-Roubaix ou par rapport aux autres. Est-ce que Liège-Bastogne-Liège là c'était chiant par rapport aux autres courses ou par rapport aussi aux autres Liège-Bastogne-Liège? De quelle année? Parce que effectivement, il y en a qui en ont parlé. Si tu compares avec le Liège-Bastogne-Liège gagné par merde, comment ça s'appelle, Guérance, où t'as un peloton de 70 coureurs à 3 bandes de l'arrivée, oui, bon, c'est un peu mieux. Mais c'est quand même pas une édition qui est très intéressante. Après, c'est sûr que le Liège-Bastogne-Liège ces dernières années, ça a rarement été très intéressant non plus. Mais... Louis, un petit mot sur le déroulé de cette doyenne 2022? Ouais, bah, comme ce qui a été dit, la chute ruine un peu la course. Voilà, ça fait déjà une énorme sélection, pas naturelle parce que c'est sur un fait de course et ça élimine beaucoup de prétendants. Voilà, on a Philippe, Bardet et compagnie. Après, voilà, par rapport aux 2 dernières éditions, bah, évidemment, c'était beaucoup moins emballant et j'ai eu beaucoup de mal à me remettre dans la course après la chute et peut-être parce que c'était à la Philippe et Bardet notamment au sol, mais même, enfin, le scénario était assez simple, on va dire, où il y a eu la bonne attaque à 30 km et derrière, bah, ça se regardait. Il y a eu quelques attaques rapides dans la Roche au Faucon. même pas dans la Roche, hein, Non, c'est après. C'est même après. Dans Moncel, après, ouais. Ouais. Mais voilà, ça s'est jamais vraiment organisé pour revenir sur Evenepoel qui a fait sa course parfaite et on savait en plus qu'il allait attaquer là. Enfin, c'était pas écrit, mais on s'en doutait bien, surtout qu'avec un Alaphilippe qui serait gardé pour son punch dans le final, on savait qu'Evenepoel allait anticiper et en plus, voilà, personne n'a suivi, enfin n'a pu suivre surtout. Parce que les deux qui ont bien couru finalement, c'est ceux qui étaient bien placés en haut et qui étaient prêts à bondir dans la roue d'Evenepoel, donc Cosnefroy et Powless notamment. Et ils étaient moins forts et derrière, voilà, Evenepoel il a fait la différence et il a été chercher sa victoire. Et justement, Remco Evenepoel, on va en parler, on va revenir sur sa course et la place de ce Liège-Bastogne-Liège dans sa carrière, lui qui en est à sa 4e année professionnelle, si je ne me trompe pas. Déjà, pour situer aussi Remco Evenepoel dans l'histoire un peu du cyclisme, hein, c'est le plus jeune coureur à avoir remporté un monument depuis Jean-Pierre Montserrat, le Belge qui avait remporté le Tour de Lombardie 1969 à 21 ans et 1 mois. Remco Evenepoel a lui 22 ans et 4 mois. Pour revenir justement sur la course de Remco Evenepoel, il a donc attaqué au sommet quasiment de la côte de la Redoute et il n'a plus été revu derrière. Il y avait eu cette chute auparavant en amont du col du Rosier qui a éliminé pas mal de monde, notamment Julien Alaphilippe et Romain Bardet, avec au final plus vraiment de favoris pour rouler derrière lui, d'équipes solides qui domineraient. Est-ce que en cela, c'était pas peut-être le scénario idéal pour Remco Evenepoel au moment où il a lancé son attaque? Théo? Alors, pour moi, voilà, en fait, si on est résultat orienté comme on dit, le scénario était voilà, le plus favorable. Potentiellement, la réponse est forcément oui, puisqu'il a gagné au bout. Donc, le but, c'est de gagner. Il gagne au bout, le scénario est favorable. Enfin, voilà, pour moi, ça semble logique. Après, est-ce que c'était le plus favorable et ça aurait pu être mieux? Je pense que non. Je pense que c'était un des meilleurs scénarios pour lui. Après, malgré tout, je pense que Bahreïn et Movistar, je crois, avaient aussi pas mal d'équipiers pour rouler et on fait rouler, mais je pense que au-delà du scénario, c'est juste qu'il était très 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 fort. Oui, parce que je crois Valverde par exemple notamment avait Enric Mas dans la côte de la Roche au Faucon et un petit peu après, Oui. Même si ça n'a pas vraiment roulé en effet. Mais même avant, il y avait pas mal de Bahreïn, il y avait pas mal de Movistar. Oui, bien sûr. Enfin, ça s'est pas arrêté, le peloton s'est pas arrêté derrière non plus, ça chassait quand même assez fort. Moi, je dirais que c'était scénario favorable pour lui parce qu'il y a moins de monde pour chasser. Mais d'un autre côté, si derrière il y avait eu Alaphilippe dans les roues pour contrôler tout le monde, ça l'aurait servi aussi. Donc, je pense pas que ça avait été plus favorable ou plus défavorable. C'est-à-dire en n'ayant pas Alaphilippe derrière, c'était un peu plus risqué pour Evenepoel? Pour moi, c'est typiquement une attaque qu'il a fait. C'est une attaque prévue au briefing, d'attaque au sommet de la Redoute,
Il y a Julien derrière qui va contrôler, qui a attaqué après dans la roche au faucon, ou qui va contrôler les attaques. Et puis on voit ce qui se passe. Sauf qu'il a quand même suivi les consignes du briefing, quoi qu'il arrive, même s'il n'est plus Julien. Pour moi, c'est exactement cette attaque-là. Donc oui, forcément qu'il n'y ait plus la Philippe en possibilité de deuxième carte pour l'équipe. Enfin, ça change un peu la manière dont la course va se faire, quoi. Louis, l'attaque de Remco Evenepoel, c'était au bon moment ou pas? Alors, bien sûr qu'à posteriori, on va dire oui, il a tout fait parfaitement, mais quand on regarde au moment où la situation, si on prend à l'instant T, quand Maury Van Sevenant roule à fond pour lancer Remco Evenepoel qui va attaquer sur le sommet de la côte de la Redoute, est-ce qu'on se dit à ce moment-là, c'est le moment le plus opportun pour lancer une grosse attaque? Bah, c'est un moment où on est en haut de la côte et les jambes brûlent pour tout le monde. Alors, si tu arrives à faire la différence à cet endroit-là, eh ben, évidemment, ça montre que tu es fort et que tu es bien parti pour aller la chercher. C'est encore tôt, mais que tu es capable de faire au moins une différence sur un punch. Même ça a pu surprendre certains de voir Evenepoel capable de produire un effort aussi explosif qui a fait. Bah, voilà, on a vu que Paulès, Cosnefroy n'ont pas pu suivre, ils ont été carbo tout de suite. Et bah, ça montrait déjà les ressources qu'il avait. Après, est-ce que c'est le moment idéal? Bah, avec cette victoire, forcément, il a réussi à se défaire des meilleurs punchers et anticiper la roche au faucon et évidemment de prendre de l'avance sur les Valverde, Tuns et compagnie qui avaient peut-être un meilleur punch sur cette dernière côte. Et attaquer en haut, bah, évidemment, c'est plus favorable. Et aussi par rapport à la tactique justement qui a été mise en place, Luan disait que c'était une tactique qui a probablement été décidée au briefing le matin et qui a été appliquée même si Alaphilippe n'était plus là. En termes de tactique, c'est ce qui convenait le mieux à Remco Evenepoel d'attaquer de loin et de tenter de bourriner comme il sait bien le faire. Oui, c'est quand même à chaque fois comme ça qu'il gagne, hein. Enfin, ces grandes victoires, en tout cas, c'est quand même. C'est pas, il attaque pas au pied de la dernière côte et met tout le monde dans le vent. C'est il attaque à un moment où les gens s'attendent pas forcément, ou en tout cas suffisamment loin pour que les gens soient moins attentifs. Et après, il a des jambes de feu et en fait, il creuse partout et puis c'est bon. C'est comme ça, c'est souvent comme ça. Si je peux ajouter, cette victoire, elle me rappelle vraiment son succès qu'il avait acquis sur la Classica San Sebastian en 2019. Un peu pareil, il attaque à 30-35 km de l'arrivée. Personne ne sait trop quoi faire et puis finalement, il va au bout tout seul. Donc voilà, pour moi, c'est exactement la même victoire. Johan? Mais je dirais que là, sur son attaque, il réussit d'autant plus à surprendre parce que, contrairement à ce que tu as dit, Mathieu, Maury Van Sevenant, il est pas du tout à fond hein, à ce moment-là. La Redoute, ça l'a montée bon rythme, mais ça perd du temps sur Amirail dans la montée, quoi. Donc c'est justement le fait que ça soit monté un peu en dedans, enfin un peu comme sur sur les dernières années, quoi, qui fait que derrière ça s'entend pas ça s'attend pas forcément à ce qu'il y ait un favori qui mette une énorme mine comme ça en haut, alors que le peloton est encore assez conséquent, quoi. Donc Evenepoel a surpris tout le monde en quelque sorte. Bah, je pense qu'il a surpris les grands favoris. C'est-à-dire, enfin parce qu'en fait ceux qui étaient dans sa roue, c'était pas les grands favoris. Et je pense que s'il y avait eu un Teuns, un Vlasov, des coureurs comme ça qui se sont montrés très forts par la suite, dans la roue et qu'ils avaient voulu suivre, je pense qu'ils auraient été capables de suivre. Mais le fait est qu'ils y étaient pas, et du coup, après, l'écart, il était déjà là, et donc ils ont fait rouler les équipiers qui étaient moins forts, et la suite, on la connaît. Oui, c'est vrai qu'après, il y a cette question du placement. Si les coureurs sont habitués à ce que ça se décante dans la côte de la Roche-au-Faucon, ils vont pas forcément être aussi bien placés dans le peloton sur la côte de la Redoute. On va placer la victoire de Remco Evenepoel sur l'ensemble de sa carrière, parce qu'on a parlé de la course en elle-même, sa victoire, que à la fois c'est une victoire qui lui correspond hein, dans le style, c'est ce qu'on a pu le voir faire déjà à plusieurs reprises, mais la victoire de Remco Evenepoel, est-ce qu'on peut dire que là on a retrouvé le grand Evenepoel qu'on n'avait plus vu depuis 2020 et sa grosse chute au Tour de Lombardie? Bah, lui-même en interview, il a déclaré que c'était sa meilleure course, enfin, ses meilleures jambes, son meilleur niveau qu'il avait eu, hein. Donc c'est pas seulement retrouver l'Evenepoel qu'on a pu voir dans 3 ans, qui faisait des numéros sur le Tour de Pologne à partir à 60 bandes tout seul et tout le peloton à chasser derrière. C'est là, il est dans son domaine au meilleur de ce qu'il a pu faire pour l'instant. Donc ce qui va être intéressant, c'est plus de voir si il va rester dans ce domaine un peu hyper baroudeur, ultra costaud, ou s'il va passer un cap
à pouvoir rivaliser dans l'école avec les meilleurs grimpeurs, à pouvoir rivaliser dans les côtes de manière assez directe avec les meilleurs punchers. Donc c'est ça qui va être intéressant à voir aussi. Théo? C'est compliqué, je suis plutôt d'accord avec Johan, mais pas forcément. Je sais pas si. Enfin, il dit qu'il a les meilleures jambes, après, est-ce qu'entre les. Enfin, ce que les coureurs disent et. Enfin, il peut y avoir des écarts. J'aurais tendance à dire que le niveau qu'il avait en 2020 était quand même très fort aussi. Il me semblait, je pense, un peu plus fort que ce qu'il est actuellement. Mais en tout cas, il a. Là, c'est depuis 2020, largement ses meilleures jambes. Et vraiment, c'était. En plus, je pense que c'est sa première vraiment victoire importante. Enfin, importante. Elles étaient importantes, ces victoires avant, mais sa première victoire marquante, monument. Enfin, c'est voilà, quoi. Je pense, comme tu dis, ça marque un tournant dans son carrière. Ça peut marquer un tournant dans son carrière. Après aussi, pour donner des chiffres, hein, c'est sa première victoire au World Tour depuis le Tour de Pologne 2020. Juste après le Tour de Pologne, il avait eu justement cette grave chute au Tour de Lombardie. 2021, il a gagné sur des courses Pro Series et des courses points, notamment le Tour de Belgique, Tour du Danemark, Copa Bernouc, etc. Mais il n'avait pas encore regagné en World Tour. Louis, justement, c'est cette étape, ce retour, que c'est bon, on va dire un petit peu les difficultés qu'il a connues en 2021 sont effacées, balayées. Moi, ce qui me fait peur, c'est est-ce qu'il est capable d'être encore plus fort et quelles sont ses limites en fait. Si là, on a revu le grand Lombardie, c'est la question, enfin la réponse, elle va se dévoiler dans les prochaines courses. Est-ce qu'il est capable de réaliser des choses encore plus folles? Et c'est là qu'on verra si on l'avait déjà retrouvé au moment de Liège ou si ça arrivera encore plus tard, quoi. Qu'est-ce que tu en dirais, toi? Non, moi, en fait, je ne connais pas les limites du garçon. On nous en parle depuis de nombreuses années comme un grand potentiel. On voit déjà qu'il fait un super numéro donc sur Liège-Bastogne-Liège. Il était arrivé déjà très fort avant sa chute qu'on a connue donc sur le Tour de Lombardie 2020. Maintenant, quelles sont ses limites? Est-ce qu'il va pouvoir rejouer un classement général d'un grand tour? Est-ce qu'il va rester sur ce profil de baroudeur pour les classiques? Voilà, en fait, la question, elle se prolonge en fait au-delà de Liège-Bastogne-Liège. Johan, est-ce que Remco Evenepoel, il n'est pas justement, comme le dit un peu Louis, en train de chercher un peu quel est le meilleur terrain, le terrain le plus favorable pour lui, les classiques, les courses par étapes, les grands tours? Après, il a 22 piges, hein, donc les grands tours, il y a le temps de se spécialiser, de s'améliorer, un peu meilleure montagne. En plus, il est jeune, donc aussi d'avoir son poids qui stabilise en fait. Parce que là, peut-être qu'il va encore prendre un peu de muscle, peut-être qu'il va un peu changer un peu de morphologie, donc c'est compliqué aussi pour lui. Mais moi, il y avait un commentaire que j'avais vu d'un supporter belge que j'ai trouvé assez intéressant. C'est-à-dire que, nous les Belges, on a plein de coureurs classiques, c'est bon, on a eu Gilbert, c'est 30 ans qu'on a ça, c'est bon. Moi, j'ai envie d'avoir un coureur qui joue de général sur les grands tours, même s'il ne gagne pas les grands tours, mais d'avoir un coureur belge qui soit là-dedans, quoi. Donc, c'est sûr que ça va être intéressant de voir si Remco Evenepoel va vraiment toujours essayer de rester dans cet entre-deux, un peu passe-partout, un peu comme Wout van Aert actuellement, ou s'il va vraiment essayer de partir dans une direction très franche sur les prochaines années. Ça peut être justement ce Belge qui va remporter le Tour de France. Les Belges l'attendent depuis Lucien Van Dijk 1976, ou c'est trop tôt pour le dire? C'est le mieux positionné avec Wout van Aert pour le moment, quoi, mais c'est sûr qu'il y a le potentiel qui est là, quoi. Il y a de quoi travailler dessus. Donc. Ce qui est sûr, c'est qu'il a plus de chances de gagner un grand tour qu'un Jürgen Van den Broek ou un Maxime Montfort. Après, cela dit. Deux fois quatrième du Tour de France, hein, Jürgen. Ah bah oui, mais c'est bien pour ça. Mais il était quand même toujours un cran en dessous des C'est vrai. Après, cela dit, Remco Evenepoel, pour l'instant, on ne l'a vu que sur un grand tour, le Giro l'an dernier. Alors certes, il n'avait pas couru de la saison auparavant, mais il n'a pas fini le Giro, il s'est montré un peu en difficulté, donc il a encore à peu près tout à prouver peut-être. Oui, sur les grands tours, oui, il a tout à prouver. Mais ce qu'il montre ailleurs fait que on a une base sur laquelle, quelque chose sur lequel se baser pour se dire que il y a moyen qu'il gagne les grands tours. Après, ça va être à lui de décider. Peut-être qu'il prendra juste plus de plaisir à faire des tours d'une semaine et des classiques, hein, que c'est pas si grave. J'ai pas envie qu'il cède non plus aux supporters, comme disait Johan, qui veulent voir un Belge remporter le Tour de France. Faut qu'il court un peu comme il se fait, comme il veut, quoi. Et justement, est-ce que le risque, c'est pas pour Remco Evenepoel de se faire un peu bouffer par toute cette pression qu'il va y avoir autour de lui en Belgique? C'est déjà le cas, non Oui, c'est ça. Non, mais avec le temps, ça risque d'encore augmenter. C'est ça le truc.
Oui, bah surtout en fait, ça va, en fait, je pense que ça va le bouffer s'il y a des contre-performances, il y a des moments où il déçoit. Là, c'est là où je pense que ça va être le plus dur parce que bah, du coup, il y a tout le contre-coup, genre, tu sais, les attentes, c'est bien, ça, en général, ça a tendance à, enfin, je pense pour ce genre de coureur, ça a tendance à vraiment le mettre à fond, mais par contre, si justement ça se passe mal, je sais pas, une chute, un autre truc comme le Giro, il tombera plus haut. Donc à voir. Non, mais ça va être marrant, il y a les médias belges, ils vont tellement le saouler, il va changer de nationalité, il va devenir néerlandais, et là il va gagner le tour. Bon, en tout cas, on verra. Après, voilà, c'est vrai que Remco Evenepoel, il reste jeune, comme vous l'avez dit, comme tu l'as dit, Johan, il a 22 ans. Même à l'échelle de sa carrière de cycliste tout court, il est très jeune hein, sur le vélo. Il est arrivé sur le vélo assez tardivement. Il venait du football à 16 ans, il me semble. On va continuer à présent avec les autres coureurs que l'on a vus qui ont bien fini sur Liège-Bastogne-Liège et sur l'ensemble de ces Ardennaises. Il y en a deux tout d'abord dont je voudrais parler. Ils n'ont pas gagné, ils n'ont pas fait podium. Si, il y en a un qui a fait podium, je me trompe. Je voudrais vous parler d'Alexander Vlasov et Daniel Martinez. Alexander Vlasov, 3e sur la flèche, 14e sur Liège. Dani Martinez, 5e sur la flèche, 4e sur Liège. Ce sont deux coureurs qu'on voit plutôt sur les courses par étapes. On les a quasiment jamais vus sur les classiques, en tout cas jamais vraiment performer, réussir. Est-ce que ça a été une surprise de les voir à ce niveau-là sur les Ardennaises cette semaine? Pour moi, c'en était un peu une. Enfin, je savais que ça pouvait bien performer, mais vraiment, j'ai trouvé bah, les deux très très forts cette semaine, en tout cas sur la Flèche et sur Liège. Sur Liège, je pense que, enfin, on voyait là, dans la côte après après la Roche-au-Faucon, je sais plus comment ça s'appelle, Boncel. Dans la côte de Boncel, c'était vraiment eux qui me semblaient moi les plus forts, avec peut-être Teuns aussi, mais vraiment, je m'attendais pas à ce que ce soit eux les meilleurs enfin les meilleurs en tout cas punchers là, à ce moment-là de la course. Donc oui, pour moi c'était un peu une surprise. Louis, est-ce que ça a été une surprise pour toi aussi de voir Vlasov et Martinez à ce niveau? Je dirais une semi-surprise dans le sens où c'est des corps, en effet, dont on cite pas directement le nom quand on pense aux classiques ardennaises, mais par contre, notamment Vlasov, c'est des corps qui ont quand même des références sur des classiques. Vlasov avait déjà fait un top 5 sur un Tour de Lombardie il y a 2 ans, il me semble, et c'était pas sur le sac de Fuglsang même. Tout à fait, il avait fait podium et il était justement équipier de Jakob Fuglsang. Donc c'est déjà voilà, un coureur qui avait quand même une référence sur une classique bien difficile. Donc Vlasov, et puis voilà, Vlasov, c'est un coureur qui a bien progressé ces dernières années. L'arrivée chez Bora, il y a eu un petit peu d'adaptation peut-être l'année dernière, mais voilà, cette année, il arrive à s'exprimer pleinement et le voir jouer les premiers rôles sur les classiques ardennaises, non, c'est pas une vraie surprise, même si voilà, on s'y attendait peut-être pas comparé à d'autres coureurs. Et justement, ça s'inscrit dans une progression qu'on voit depuis même le début de leur saison sur ces deux coureurs, on peut le dire comme ça. Bah, Vlasov était très en vue sur les premières courses espagnoles, notamment voilà, il gagne une étape sur le Tour de la Communauté de Valence. Il gagne le général. Était placé, il gagne le général, ouais, il gagne le général. Et il est également placé sur l'UAE Tour. Et après derrière, voilà, Paris-Nice c'était un petit peu plus compliqué, mais et c'est un coureur qui a quand même déjà marché sur ce début de saison et voilà, le retrouver là, c'est quand même pas une énorme surprise. Johan, qu'est-ce que tu en as pensé pour finir le tour de table d'Alexander Vlasov et Daniel Felipe Martinez? Bah, Vlasov, honnêtement, je trouve qu'on s'y attendait. Il y a quand même pas mal de gens qui citaient comme un favori. Martinez un peu moins, mais Martinez, même quand il gagne le Tour du Pays Basque, il est un peu, je sais pas, enfin, il fait pas une grosse impression. On l'oublie toujours un petit peu. Ah oui, c'est vrai qu'il est là, il se performe, mais il n'arrive pas à être très marquant, donc on y pense moins. C'est deux coureurs qui arrivent à maturité, qui commencent à avoir des super résultats, qui commencent à être des, je sais pas, on peut dire des cadors du peloton international. Donc les retrouver dans une classique aussi dure que Liège, qui convient bien leur qualité, c'est pas trop étonnant. C'est tout ça plus maintenant. Voir ce qu'ils vont faire les prochaines années, s'ils vont continuer comme ça ou s'ils vont être un petit peu fluctuants dans leur présence sur la course. Mais voilà, en tout cas, c'est deux coureurs qui ont fait leur premier grand résultat sur les Ardennaises cette année, cette semaine. Voilà, on pouvait évidemment en parler. Après, bon, là, sur Liège-Bastogne-Liège, sur la Flèche Wallonne, il y a beaucoup de coureurs dont on aurait à parler.
on n'aura pas le temps forcément de passer sur tous. Est-ce qu'il y a un coureur en particulier qui vous a surpris, étonné dans les performances dont vous avez envie d'en parler? Moi, je vais peut-être couper l'herbe sous le pied, mais je pense au cyclo-crossman et à Quinten Hermans, qui, bon, n'était pas dans les côtes, n'était pas vraiment le meilleur, puisqu'il s'est fait lâcher là, dans le Boncel, mais il a réussi à tenir et à revenir, contrairement à d'autres, et après, il a aligné tout le monde au sprint pour finir deuxième. Enfin, par rapport à ce qui était en début de saison, c'est quand même ouais, enfin, en tout cas, moi, je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas du tout. Et ça me fait très plaisir parce que j'aime bien le coureur en plus. Donc vraiment, ouais, ma bonne surprise. Johan, on t'attend sur les crossmen, évidemment. Oui, mais c'est pas mon préféré. Non, mais c'est super chouette sa deuxième place. Il y a même là, ils ont sorti récemment Intermarché la petite vidéo, tu sais, de la caméra sur le directeur sportif et tout, et tu vois que les mecs sont là en mode, ils hallucinent, ils disent oh putain c'est génial. Ça fait grave plaisir. C'est un peu la petite équipe qui vient bouffer toutes les grosses équipes qui sont trop regardées et qui n'ont pas vraiment laissé assumer la course. Donc c'est très chouette. Puis pour lui, ça va. Enfin, il a dit en plus qu'il allait qu'il avait prévu de faire un peu plus de route, un peu moins de cyclocross pour changer. Et du coup, ça va être intéressant de voir s'il peut refaire des coups comme ça. Mais en soi, du coup, même si Evenepoel n'avait pas été là, est-ce qu'il aurait pu faire un gros coup ou pas? Je sais pas. Oui, après, bon, évidemment, la course aurait été différente. Oui, oui. Le pool sur son attaque, il y aurait peut-être eu des attaques dans la côte de la Roche-au-Faucon. Si c'était arrivé au sprint à 70 coureurs, est-ce que on n'aurait pas pu gagner? Ah bah oui, avec des scies, on aurait refait la course 40 fois, mais c'est vrai que justement, là, on a vraiment vu pour la première fois le potentiel vraiment qu'il peut y avoir chez Quinten Hermans sur la route. Oui, après on l'avait vu un petit peu être assez bon puncher. Oui, non, bien sûr, mais à ce niveau-là, mais c'est la première fois. après il s'est fait lâcher dans les bosses, donc c'est assez limite là. Il a réussi son coup parce qu'il a eu de la réussite, mais t'auras pas forcément des coups comme ça à chaque fois. Donc Et après aussi pour Intermarché, ça s'inscrit dans un début de saison incroyable, on peut le dire. Il y avait eu Binyam Girmay sur Grand Revel Game. La semaine précédente sur Paris-Roubaix, on n'en avait pas trop parlé, mais ils avaient été, ils étaient présents, je crois, 5 dans les 20 premiers. C'est des équipes sans forcément gagner beaucoup de courses qui se montrent beaucoup plus présentes que par le passé aussi. Oui, clairement. Là, le début de saison qu'ils font est très très fort. Ils avaient fait un recrutement qui allait un peu dans ce sens-là, mais sincèrement, je pensais pas que ça allait porter ses fruits à ce point-là. Donc, clairement, je pense que c'est que du bonus. Enfin, c'est vraiment que du positif pour eux et tant mieux. Louis, est-ce que tu avais un coureur, une performance à ajouter à à vos analyses sur ces Ardennaises? Bah, j'y avais pas réfléchi avant le début de ce podcast, mais en regardant les classements, peut-être souligner les performances des coureurs de l'équipe IF. Guerrero qui fait 7e de la Flèche Wallonne et Paules qui fait 8e de Liège. Alors, c'est des performances, voilà, ça éclate pas à la lumière, mais Paules qui fait 8e en étant, je pense, le seul corps de l'équipe IF à passer la chute et donc se débrouiller tout seul donc, dans les 50 derniers kilomètres pour terminer dans le top 10 de Liège-Bastogne-Liège. qui a failli accrocher Evenepoel. Mais oui, voilà, tactiquement, il a fait la course parfaite dans le sens où il était dans la bonne roue au moment de l'attaque décisive. Il a tenté de la suivre. Après, voilà, les gens vont parler et il vient quand même chercher une 8e place qui reste honorable quand même pour le coureur qu'il est, je pense. Même si on l'a vu notamment sur les derniers mondiaux qui était capable de très belles choses. Voilà, Paules, je pense pas que beaucoup l'avaient mis dans les 10 premiers de Liège dans leur pronostic. Et Johan, pour finir le petit tour de table, est-ce que c'était Quinten Hermans que tu voulais citer ou pas? Et moi c'était Valverde. Parce qu'il y a quand même eu un moment où on a tous cru que Valverde allait regagner une Flèche Wallonne. Donc Pour sa dernière participation, à 42 ans, il est toujours là, l'Espagnol. Hein. sur Liège, il a marqué un peu plus ses limites. Mais c'est quand même toujours très impressionnant de le voir à un niveau pareil, une constance pareille à l'âge qu'il a. Et en tout cas, donc du coup, c'était la dernière fois qu'on le voyait sur les Ardennaises, sur Liège-Bastogne-Liège, qu'il a Mais remporté c'est 4 sûr ça fois. ou il va Ouais. empiler encore pour 4 ans Là, visiblement, pour l'instant, il prévoit pas de changer ses plans. Ça serait toujours une retraite à la fin de la saison. Après, on sait jamais, hein, on sait jamais ce qui peut se passer avec Alejandro Valverde, qui a prévu en tout cas pour cette saison d'être au départ du Tour d'Italie
et du Tour d'Espagne, pas le Tour de France pour le Murcian pour sa dernière saison professionnelle, tout du moins dans ce qui est prévu actuellement. On a pas mal parlé de Liège-Bastogne-Liège et des Ardennaises un petit peu dans l'ensemble. On va avoir un petit mot quand même, se concentrer un petit focus sur la Flèche Wallonne qui a eu lieu mercredi dernier, remportée par Dylan Tuns. Dylan Tuns, lors du dernier podcast, Théo l'avait pronostiqué pour Liège-Bastogne-Liège. Finalement, c'est la Flèche Wallonne qui l'a gagné au sommet du mur de Huy. C'est lui qui a levé les bras. Dylan Tuns, si Théo le citait pour Liège-Bastogne-Liège, c'est qu'il faisait partie des coureurs qu'on pouvait attendre, mais le voir gagner au sommet du mur de Huy sur la Flèche Wallonne, est-ce que c'est vraiment une surprise ou pas, selon vous? Bah, moi, du coup, vu que je le sentais bien sur ces Ardennaises, donc c'était une semi-surprise un peu. Enfin, voilà, je m'attendais pas à le voir quand même gagner, surtout la Flèche. Je pensais qu'il avait plus le profil pour un Liège. Mais pour autant, voilà, je savais qu'il avait des bonnes jambes. Et s'il avait été, voilà, j'aurais pu le pronostiquer podium sans problème de la Flèche. Mais là, la victoire, enfin, vraiment, la montée qu'il a faite était vraiment très, très impressionnante, hein. Et c'est une montée, ouais, c'est pas comme si on baissait en niveau par rapport aux autres années où Alaphilippe était plus fort. Je pense, c'est un niveau comparable. Et puis il me semble qu'il attaque relativement tôt hein, par rapport aux attaques décisives qu'on avait pu voir ces dernières années. Alors on met de côté ce qui s'était passé avec notamment l'année dernière Primoz Roglic qui force Julien Alaphilippe à attaquer d'assez loin. Mais voilà, je crois qu'il a vraiment déclenché son démarrage à 240 mètres à peu près de l'arrivée, alors qu'en général ça attend plutôt les 200 derniers mètres, voire encore un peu plus tard pour lancer l'attaque décisive. Johan, la victoire de Dylan Tuns, une semi-surprise comme le disait Théo? Alors moi, je ne m'attendais pas du tout. Je pensais qu'il avait perdu son côté pure puncher qu'il avait pu avoir il y a quelques années quand il enchaînait les victoires. Un peu maintenant un côté un peu plus gazier, un peu plus en longueur. Donc moi, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il gagne au sommet du mur de lui. Et en plus, par rapport au côté gazier, il était au départ de de Paris-Roubaix le dimanche précédent. C'était un des rares à faire cet enchaînement. Bah, c'était la préparation à faire, puisque même dans la course femme, c'est Marta Cavalli, elle est passée par Paris-Roubaix. Donc peut-être qu'il faudra y penser les prochaines années pour les Ardennaises. Passer par Roubaix un petit coup. Et puis, mais bah, après, peut-être que ça l'a débloqué un petit peu, qui était un peu plus en jambes. Enfin, moi, je m'attendais pas à le retrouver à ce niveau-là. Parce que justement, quand tu parles de Paris-Roubaix, c'est Paris-Roubaix en tant que tel ou c'est le fait d'avoir couru 3 jours avant qui a un impact parce que cette année, ben, les coureurs ne pouvaient pas courir l'Amstel Gold Race 3 jours avant. Oui, mais après, tu peux trouver d'autres courses, tu peux te faire une sortie derrière dernier et simuler un peu. Enfin, la flèche, tu peux être un peu plus, arriver un peu plus frais et puis sans vraiment une préparation avec des courses en ultra conditions. Donc, je pense que c'est juste qu'il était en forme ce jour-là et puis c'est bien passé, quoi. Louis, pour départager semi-surprise, surprise, pas surprise, qu'est-ce que tu en penses, toi, de Dylan Tuns et sa victoire sur la Flèche Wallonne? Dylan Tuns fait partie de ces coureurs qui ont un punch plutôt bon. On l'a vu donc sur cette victoire à la Flèche. Après, on savait très bien au matin de la Flèche Wallonne que on va dire que la course était un peu plus ouverte parce qu'on savait que la préparation d'Alaphilippe n'était pas idéale, qu'on avait un Valverde qui était un peu vieillissant, mais qui s'est quand même montré bien dangereux et on a bien cru qu'il allait le faire. Un Roglic absent, Pogacar, on était un petit peu entre deux. Est-ce qu'il sera capable d'aller chercher la victoire ou pas? Donc on savait que ça pouvait laisser une ouverture pour des coureurs qu'on attendait moins. Et voilà, côté français, on attendait peut-être un Barguil, par exemple, qui avait déjà montré de très belles choses, un Cosnefroy. Et ben finalement, voilà, c'est Dylan Tuns qui a saisi la bonne opportunité, certainement la bonne année. Et puis, Donc il a profité d'une course montré... ouverte pour toi? Bah, profiter, je ne sais pas si vous parlez de profiter, parce qu'il s'est quand même montré le plus fort et au final, il a battu tout le monde. Donc, il n'en a pas profité, mais oui, il a peut-être saisi une chance qu'il n'aurait pas eu les autres années. Là, notamment, il y a une année où il fait le podium. Bon, il était un peu jeune. Là, par contre, ça avait été vraiment une surprise de le retrouver à ce niveau-là. Mais cette année, finalement, il a réussi à avoir la bonne préparation, le bon programme de course et d'arriver le jour J performant parce que la Flèche Wallonne, ça se joue surtout dans le mur et quand tu arrives en forme bien placé au mur, bah, tu as toutes tes chances d'aller gagner si tu es en forme. Alors après, justement, par rapport à la performance de Dylan Tuns en tant que tel, on va prendre les données qu'on a un petit peu pour comparer aux années précédentes. Le temps de montée, ça vaut ce que ça vaut, hein. Il est estimé à 2 minutes 46. Ça le place à peu près à 4-5 secondes d'Alaphilippe en 2021.
Et ces dernières années, il n'y a que justement Alaphilippe en 2021 et Valverde en 2014 qui ont été plus rapides. Pour comparer un petit peu ce qui peut être comparable, sachant que les conditions de course ne sont jamais identiques. Donc voilà. Louis, tu as parlé de Tadej Pogacar, qu'on ne savait pas trop ce qu'il allait pouvoir faire sur ce mur de 8. Et on l'a vu un peu en difficulté, pas capable de suivre l'accélération de Dylan Teuns. Comment ça s'explique? C'est pas la bonne préparation, pas suffisamment en jambes, trop dur pour lui, pas assez de punch. Est-ce qu'il y a une explication déjà? Peut-être que finalement, on vient peut-être de détecter un possible point faible à Tadej Pogacar. Peut-être qu'il n'est pas trop adepte des arrivées vraiment sèches comme ça, où tout se joue dans un kilomètre où c'est à bloc tout le long. Et voilà, peut-être qu'il y a un petit point faible chez Tadej Pogacar. Après, peut-être que ça joue aussi sur la forme du jour. Voilà, la semaine a été un peu particulière au niveau émotionnel pour lui et sa famille. Ça a peut-être et certainement joué dans sa tête et donc dans la course. Voilà, après, ça reste que le résultat d'un jour. Ce qu'on a vu, c'est qu'il était capable d'aller chercher qui était pas loin d'aller chercher un monument, donc en parlant du Tour des Flandres et de Milan-San Remo également, où il termine 5e. Après, voilà, sa performance, ça reste quand même pour une 12e place, je crois. Ça reste quand même une grosse performance, même si voilà, on pouvait peut-être s'attendre à mieux de Pogacar. Johan, Tadej Pogacar, ce qu'on a vu sur cette Flèche Wallonne 2022, ça donne une indication? Non, parce que autrement, même si peut-être moins fait pour ce genre de côte, il n'est pas à son niveau non plus. Donc, enfin, typiquement, il aurait fini genre 4e en perdant un peu de fil dans les 200 derniers mètres et tout. Là, ça aurait été plus indicatif, je pense, que là où il est pas dans le jeu et où clairement enfin, il a déjà fait des montées sèches quand même beaucoup plus costauds que ça. Donc peut-être que la classique lui convient pas de toute façon, mais là, je pense pas que ce soit très indicatif de grand-chose cette année. Est-ce que peut-être par rapport au scénario qu'on a, justement, ça fait depuis 2004 que la victoire se joue sur le mur de 8, est-ce que c'est pas peut-être Tadej Pogacar qui sera le coureur pour changer cette stratégie un peu immuable qu'on a d'attendre le mur de 8? Est-ce que c'est pas Tadej Pogacar qui va bousculer ce qu'on attend et partir de plus loin? Ouais, non, mais ça peut être Tadej Pogacar, mais ça peut être Remco. Enfin, moi, c'est plus à Remco que je pense pour vraiment gagner la flèche de loin. Parce que Remco, je vois pas jamais enfin, je le vois pas être capable de faire ce genre de montée au niveau qu'il a fait un Tunt, alors qu'un Pogacar, je pense qu'il pourrait le faire. Enfin, en tout cas, ça me semble possible. Donc, du coup, là où Remco n'a pas du tout intérêt à attendre, Pogacar, lui, il peut avoir intérêt à attendre. Alors après, Remco Evenepoel, il a aussi Julien Alaphilippe Pour le qui va- moment, mais enfin, il peut quand même partir de loin et laisser Julien Philippe tout seul, c'est possible. Ça reste, c'est la flèche, hein. Johan, tu voulais ajouter quelque chose, il me semble? Bah, avant de partir de loin, il pourrait aussi attaquer dans la côte de Chérave, comme les féminines, et faire une première section au lieu d'avoir un peloton de 90 coureurs au pied de la dernière bosse, quoi. Tiens, justement, on va parler tant que tu en parles, on va parler des courses dames, la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège. On modifie un petit peu le programme que j'avais prévu, mais tant qu'à faire, on parlera des Français juste ensuite. La Flèche Wallonne, remportée par Marta Cavalli, qui avait déjà remporté l'Amstel Gold Race 10 jours avant. Là, elle est dans une incroyable campagne d'Ardennaise, incroyable saison. Bah, c'est la concrétisation de son niveau aussi. Déjà l'année dernière, sur les courses espagnoles, on la voyait faire des dingueries dans les murs, dans des petits murs, à mettre des attaques pas possibles. Donc l'Amstel, c'est un peu victoire surprise. La flèche derrière, c'est un peu la confirmation de son nouveau statut après. Donc c'est sûr que c'est un peu ce qu'on attendait d'elle, c'est un peu ce qu'on aurait pu attendre aussi de Cécile Ludwig qui n'était pas là à cause du Covid. C'est vraiment, enfin c'est surtout aussi la récompense pour FDJ qui enfin réussit à gagner des grandes courses après avoir tourné un nombre incroyable de fois autour. Et notamment, ce qui est marrant, c'est que les FDJ gagnent les 2 courses où elles font des courses dégueulasses, quoi, où elles loupent l'échappée, où elles sont pas dans le coup, où elles sont pas dans les attaques. C'est les 2 fois où elles gagnent, alors que depuis toutes les autres courses, elles sont très très actives, elles font des très belles courses. Bah, comme sur Liège où vraiment c'était masterclass tactique, quoi. Mais où elles gagnent pas. Peut-être qu'il faut courir mal, à l'envers, et que c'est ça qui permet de gagner. Je c'est pense que ça, surtout en avoir fait. les jambes aussi. C'est que t'as beau avoir une bonne équipe autour de toi,
Il faut que le leader soit. Pour l'Amstel, elle n'était pas forcément la plus forte, mais la flèche, c'est la course, voilà, c'est la Coupe du Monde, enfin championnat du monde de course de côte. Faut avoir les jambes et c'est parti. Même si le scénario était quand même pas comme la course homme, ça reste quand même une montée assez difficile quoi, chez les femmes. Et justement, par rapport au scénario, je crois qu'on n'a quasiment jamais vu sur la course femme un scénario comme chez les hommes où ça arrive à 150 groupés au pied du mur de 8. J'exagère un petit peu sur le 150 coureurs, mais comment est-ce qu'on explique le fait que la course soit autant débridée chez les femmes par rapport à ce qu'on a chez les hommes? Bah, déjà, en vrai, t'as quand même un peloton qui est un peu plus, un peu moins dense, donc ça laisse plus de possibilités de faire éclater. Le niveau est moins haut, donc les côtes sont plus dures, et donc tu peux faire plus de différence. Donc ça permet un peu plus d'attaquer avant. T'as aussi notamment le fait que les équipes qui n'hésitent pas à envoyer des outsiders à l'attaque assez loin de l'arrivée. T'as des coureuses qui n'hésitent pas à attaquer d'un peu plus loin parce qu'elles savent qu'elles vont se faire avoir dans un dernier boss sinon, alors que chez les hommes, ça joue vraiment la place sans vraiment trop prendre de risques. T'as Annemiek van Vleuten qui est une coureuse qui a besoin d'attaquer, donc elle attaque, elle fait tout péter de partout, donc après ça fait un tout qui fait que c'est débridé, quoi. Je pense que chez les hommes ça pourrait débrider aussi, c'est juste que là ils sont vraiment tellement fermés dans un scénario que maintenant il faudrait un changement radical du parcours pour que ça puisse débloquer la situation, je pense. Mais... Et après, sur les courses d'âme qu'on a eues cette année, on attendait aussi l'équipe SD Works qui finalement fait sur la flèche, comme sur Liège, 3e et 4e à chaque fois, avec Demi Vollering 3 et Ashley Moolman 4. Est-ce qu'il y a une explication à ce qu'elle n'ait pas gagné? Comment est-ce que tu décryptes leur course, Johan? Elles sont un peu moins fortes, et puis surtout elles courent extrêmement mal, enfin, c'est une catastrophe. C'est le cliché des équipes néerlandaises qui n'ont pas de tactique et qui font n'importe quoi, mais ça se roule pas bien entre équipières, il y en a une qui attaque alors que l'autre c'est plutôt une sprinteuse et qu'il faudrait calmer le jeu. Enfin, La différence ça avec tombe pas au FDJ bon qui roulait mal aussi, c'est qu'FDJ, il y avait ce petit truc en plus, petit niveau en plus. En fait, les deux courses où FDJ gagne, c'est plus qu'elles sont absentes de la course. En fait, c'est pas qu'elles courent mal, c'est qu'elles sont pas dans les coups. Typiquement, tu vois la différence avec FDJ où t'as Evita Music qui est devant et Evita Music après elle sert à prendre les relais pour venir sur Van Vleuten plutôt que Marlene Rosser en fait qui était devant et ses coéquipières qui roulaient derrière pour revenir sur Marlene Rosser qui était avec Van Vleuten mais quand même, pas spécialement un move intelligent. Derrière, t'as Marlene Rosser qui sert juste à rouler pour revenir sur l'échappée de Grace Brown au lieu de la garder et de faire rouler les équipières de Van Vleuten. Derrière, t'as Moolman qui attaque au pied de la redoute. Pourquoi? Enfin, aucune raison. T'as plein de choses comme ça qui font que ça se passe pas très bien. C'est comme sur Paris-Roubaix où tout d'un coup, à un moment, ils ont pris un coup de panique et du coup, Kopecky s'est retrouvé au deuxième groupe coincé derrière. C'est pendant ce moment-là que Longo Borghini s'est barré et qu'ils sont fait piéger. Donc, t'as plein de petites choses comme ça qui font que ça passe pas très bien. Et je pense que c'est le fait de plus avoir un Van der Breggen qui est capable de tout d'un coup dire ok, moi je vais rouler, je vais rétablir la situation, on va remettre les choses en place et puis au moins on va aller gagner quoi. Et pour finir sur les courses femmes qu'on a eu cette semaine, la Flèche Liège, on a eu aussi la victoire d'Annemiek van Vleuten, une des vétérans un peu du peloton féminin, un peu à l'image du leader de la Movistar chez les hommes, Alejandro Valverde. Annemiek van Vleuten, à 39 ans passés, qui a remporté son deuxième Liège-Bastogne-Liège après une série de places d'honneur, deuxième sur Estrade Bianche, deuxième sur le Tour des Flandres, quatrième sur Amstel Gold Race et redeuxième sur la Flèche Wallonne. Au final, elle a fini par réussir à avoir cette victoire après cette série de places d'honneur. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle est toujours aussi forte, mais que derrière, le niveau s'est beaucoup resserré. Donc, il y a vraiment besoin pour elle maintenant d'un parcours vraiment dur où elle peut vraiment faire différence et pouvoir partir. Parce que si les côtes sont pas assez longues, tu auras Kopecky derrière. Si c'est un truc de puncher, tu auras Cavalli, tu auras Utrecht-Ludwig, tu auras Nieva-Doma qui à un moment vont pouvoir se montrer. Ou l'allemande, donc j'ai perdu une perte. Donc après maintenant c'est sûr que c'est plus intéressant quand on a vu même que les groupes derrière n'étaient pas loin de revenir alors qu'il y a 2, 3, 4 ans elle aurait fini toute seule avec 2 minutes d'avance quoi. Donc ça se resserre par rapport aux années précédentes. Ça ressort quand même assez nettement oui. On va finir ce podcast, on a déjà pas mal parlé, mais on va évoquer
Ce qui nous intéresse en tant que Français, les performances des coureurs français, bien évidemment. Cette année, on n'a pas eu de victoire. On a eu comme meilleure performance Julien Alaphilippe 4e sur la Flèche Wallonne et Warren Barguil 15e sur Liège-Bastogne-Liège. Alors on rappellera quand même que sur Liège-Bastogne-Liège, on a perdu et Julien Alaphilippe et Romain Bardet sur la grosse chute avant le col du Rosier, donc deux des principales cartes françaises. Sur ces deux classiques ardennaises, est-ce qu'on peut parler, pour les coureurs français dans leur ensemble, est-ce qu'on peut parler d'un échec ou c'est un petit peu exagéré de qualifier cela comme ça? Sur les deux, je sais pas. Enfin, la Flèche, en fait, la déception, c'est quand même que Julien Philippe n'a pas gagné, alors que c'était quand même le grand team favori. Mais bah, il y a quand même, voilà, il y a. En fait, j'ai l'impression que souvent la Flèche, les Français, enfin, ils ont des coureurs qui sont bons. Un Barguil, un Mollard, c'est pas la première fois qu'on les voit bien classés. Donc, c'est pas pour moi, c'est pas une grosse déception la Flèche. Liège, bah du coup, avec la chute, bah ouais, c'est difficile de tirer vraiment beaucoup de positifs quoi, de la course des Français. Je vois pas grand-chose de positif dans la course dans Liège-Bastogne-Liège. Louis, quel bilan tu ferais de nos Français sur la Flèche et Liège? Bah, peut-être que le mot échec est un peu fort parce que, notamment pour la Flèche où il y a quand même une énorme densité française, 5 dans les 13 premiers. Alors évidemment, il y a que la victoire qui est belle et on retient que les vainqueurs. Je suis d'accord avec ça, mais voilà, t'as quand même les Français sont placés. Après, ça joue à des détails à ce niveau-là. Par exemple, un Cosnefroy et Barguil également ont connu des soucis liés aux allergies au pollen. Ça, à ce niveau-là, ça se paye cash direct et c'est ce qui les prive d'être devant. Parce que je pense que Barguil, tactiquement, voilà, et Cosnefroy, c'est pareil. Tu leur enlèves les allergies au pollen, ils sont dans le bon groupe à Liège. Enfin, je le pense. Après, voilà, c'est une supposition. Après, pour Julien, voilà, c'est un échec en 2 temps parce que la Flèche, voilà, il est montré moins fort. Voilà, c'est sa pire performance sur le mur de oui, 4e. Bon, bah voilà, c'est pour lui, ça l'intéresse pas. Après, C'est quand même pas mal, hein, quand même, comme plus mauvaise bah, performance. c'est pas mal quand même. Et c'est pour ça que le mot échec est mesuré parce que voilà, ça reste quand même convenable à ce niveau-là. Après, voilà, sur Liège, le scénario est totalement différent, que ce soit pour Julien ou pour Romain Bardet, qui ont donc été pris dans la grosse chute et qui a ruiné leurs espoirs de jouer la victoire. Et je pense même pour Julien, une bonne partie de sa saison, je pense qu'il devrait louper le Tour de France vu le bilan médical qui est sorti. Voilà, je ne suis pas expert non plus, mais voilà, ça reste quand même un bilan sérieux. Pour l'instant, concernant Julien Alaphilippe, apparemment, ça parlerait d'une reprise d'ici 4 semaines, donc ça fait à peu près un mois. Alors, tout dépend de quel niveau il peut reprendre, hein, bien sûr. Mais il faudra voir, oui. En tout cas, lui, pour l'instant, ne parle pas du Tour de France. On verra dans quel état il peut reprendre, dans quel état il peut être au départ du Tour de France. Mais c'est vrai que avec les blessures qu'il a, ça peut compromettre une partie de sa saison. On verra en fonction de la récupération. Mais par rapport, finalement, à la Flèche et Liège-Bastogne-Liège, pour toi, Louis, il y a des explications, sans être vraiment des excuses, il y a des explications à ces résultats de nos Français? Les explications, moi j'en ai parlé brièvement, mais voilà, les allergies au pollen, ça joue également sur d'autres coureurs. Je pense que je connais pas les allergies de chaque coureur du peloton, mais en tout cas pour Cosnefroy et Barguil, ils l'ont dit, ça les a gênés dans leur course. Après, pour un Rudy Mollard qui fait 8e de la Flèche Wallonne, je pense qu'il a à son niveau et ce qu'il a fait, c'est très bien. Je pense que voilà, on sait que Rudy il a un bon punch, mais voilà, c'est pas le genre de coureur qu'on placerait dans les favoris de la Flèche Wallonne non plus. Pour Vuillermo, voilà, il fait 10e de la Flèche également. Il est à peu près à son niveau. Il est un petit peu Alexis et voilà, c'est un résultat qui conviendra, je pense, à son équipe. Et après, voilà, il y a des coureurs par contre qui n'ont pas réussi peut-être à se mettre en évidence alors qu'on en attendait peut-être un petit peu plus en fonction de leur dernier résultat. Je pense à Victor Lafay qui prend une 22e place. Alors on va reparler peut-être de la stratégie Cofidis dans la Flèche Wallonne de faire une petite team attack qui nous rappelait nos bonnes heures de Prosecchi Manager à 3 dans la côte de Chorave. C'était amusant à voir sur le direct. Après, est-ce que ça a été efficace? Sportivement, peut-être pas, parce que tu ruines des cartes pour le final. Après, par contre, c'est un bon il joue la victoire. Complètement, après ça. Puis ruiner des cartes sur la Flèche, c'est pas grave, quoi.
C'est pas une course où tu as besoin d'avoir une équipe de fous. Tu as besoin d'un mec pour te placer à l'approche du mur de vie et ça peut te suffire. Par contre, c'était une bonne publicité pour le sponsor également, parce que de voir 3 coureurs comme ça s'échapper dans un final de course, je pense que le sponsor a quand même bien apprécié. Bon, après, cela dit, on les a pas vus à 3 très longtemps non plus, hein. Non, c'est vrai, mais l'image restera dans les annales de l'histoire de Ouais, la le Z a un peu déçu. Avec Axel Zinglet, Rémi Rochas et Victor Lafay, et seulement Rémi Rochas qui est resté au sommet. Voilà pour la team attaque de Cofidis dans la Côte de Charave. Il y a toujours à peu près chaque année une attaque dans la Côte de Charave. Cette année, c'était par la Cofidis. Johan, pour compléter le tour de table, alors je t'ai vu un peu donner de la tête concernant Victor Lafay, mais pour les Français, c'est un échec, une déception, une contre-perf ou pas trop? Alors, je dirais pas que c'est un échec. Je dirais que ça a pas marché. Non, mais c'est forcément décevant parce que enfin, typiquement un Cosnefroy, tu peux l'imaginer jouer la gagne sur la flèche. Un Barguil, s'il passe dans le deuxième groupe, sans le groupe de contre à Liège, clairement, un petit T comme ça, à dizaines de coureurs, il sait qu'il est toujours très fort, donc il peut aller jouer le podium. Enfin, il y a plein de choses qui sont un peu décevantes. À la Philippe, il a un manque de réussite monstrueux depuis le début de saison, il se casse la gueule tout le temps, donc forcément c'est compliqué. Un Bardet qui avait l'air très fort, effectivement, on aurait bien aimé le voir dans le final, notamment dans Roche-au-Faucon, donc il y a plein de petits trucs comme ça qui font que oui, c'est décevant, après c'est toujours dommage, quoi. Moi, la Cofidis, j'ai beaucoup aimé. Honnêtement, je trouvais que c'était très bien joué de faire ça, de partir à 3, et puis après, c'est juste que Zinglet a pas tenu le choc, mais s'il partait à 2, c'était pas mal pour aller essayer d'aller jouer le final. Et moi, le Français qui m'a le plus plu pendant ces 2 courses, au final, moi, c'est Bruno Armirail, qui je trouve est la plus belle performance au final des Français en rapport avec son niveau, en rapport avec son statut. Je sais pas depuis quand il y a un coureur qui allait aussi loin avec l'échappée matinale dans les et qui a vraiment plus. J'aurais vraiment été curieux de voir où il aurait été en termes d'avance sur le peloton si Remco Evenepoel n'avait pas attaqué. Parce que je pense pas que ça aurait roulé très fort avant le Rochefoucauld. Et honnêtement, il roulait assez fort quand même tout seul. Il perdait pas tant que ça sur le peloton non plus. Donc, Moi, je suis d'accord. Il a vraiment été très impressionnant. En tout cas, voilà, Bruno Armirail qui a fini justement 16e de Liège-Bastogne-Liège avec Warren Barguil qui était 15e et donc le meilleur français sur cette doyenne. Vous avez évoqué un petit peu Julien Lafilippe, ce qui lui a manqué sur la flèche, on parlera pas de Liège et de la chute, mais ce qui lui a manqué sur la flèche, c'est un peu de réussite, cette forme qu'il a moins un peu que les années précédentes. La réussite, c'est pas vraiment sur la flèche, c'est plus avant. Sur la flèche, je l'ai déjà dit, mais pour moi, ça se joue voilà, à la patte et qui est le meilleur. Et là, typiquement, c'était pas lui le meilleur sur une montée sèche comme ça. Je pense pas qu'en termes de. Oh, il a pas de chance, il a été derrière Pogacar qui fait la cassure, mais il n'a pas vraiment pu la boucher et finalement il a perdu du temps. Donc c'était. Non, je pense que la malchance, il l'a eu avant et après, mais pendant la flèche, c'était pas particulièrement malchanceux. Oui, donc on va dire la malchance et ce qui a fait qu'il est arrivé peut-être avec peut-être un peu moins en forme que les années précédentes où il arrive au même niveau qu'avant. Oui, je pense qu'il était moins en forme, typiquement. Oui. Après un deuxième coureur français qu'on attendait pas mal, Benoît Cosnefroy, vous en avez parlé. Alors Louis évoquait les problèmes d'allergie au pollen qui ont touché le coureur d'AG2R Citroën comme Warren Barguil. Benoît Cosnefroy, on l'a vu sur Liège-Bastogne-Liège, il a complètement explosé comme du popcorn en tentant de suivre l'attaque de Remco Evenepoel sur le sommet de la côte de la Redoute. Est-ce que peut-être Liège-Bastogne-Liège n'est pas trop dur pour Benoît Cosnefroy? Non. Enfin, honnêtement, je sais plus c'était quelle année où il était coincé dans un groupe derrière à cause d'une crevaison et il avait fait une montée stratosphérique de la Rochefoucauld derrière. Moi, je pense pas, honnêtement. C'était 2020 peut-être, je crois. 2020, à confirmer, mais je crois que Je sais plus. 2020. Honnêtement, Benoît Cosnefroy en pleine forme, il est largement capable d'aller accompagner typiquement le groupe là où il y avait des coureurs, hein, très très largement. Donc, même dans le cas où il y a 5-6 coureurs qui se dégagent, je pense qu'il est capable d'être dedans. Pour moi, il n'y a aucun souci. La longueur des courses, il essaie de l'encaisser, il n'y a pas de problème. Bref, il faut qu'il soit dans des bonnes conditions, avec les bonnes jambes, les bonnes pattes. Typiquement, les jambes qu'il avait à l'Amstel. Voilà, après, là, pour moi, le regret pour lui, du coup, ça va être plus de ne pas avoir réussi à gagner Amstel et pas avoir réussi à gagner à Flèche-Warmanson. Parce que les occasions, faut essayer quand ça se présente et après, tu sais jamais comment tu vas être. Oui, c'est sûr, mais en tout cas, ça fait 2 victoires qu'il n'a pas eu pour l'instant. Peut-être qu'il arrivera à aller les chercher l'an prochain, mais
tout cas, ça fait 2 victoires qu'il n'a pas avec lui à l'heure actuelle. Voilà, on a fait le pourtour, on a brossé un peu le portrait, le débrief de ces Ardennaises, la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège. Voilà, maintenant, la période des classiques est terminée, on peut le dire. On va arriver sur la période des courses par étapes, des grands tours. Le Giro arrive très bientôt, d'ici 2 semaines. Et on a cette semaine le Tour de Romandie. Alors pour finir, messieurs, un petit pronostic rapide. Qui est-ce que vous voyez remporter le Tour de Romandie? On commence le tour de table avec Théo, Brandon McNulty. Louis Ben O'Connor. et Johan. Un coureur FDJ. À FDJ, Groupama FDJ qui arrive avec Thibaut Pinot. Donc Thibaut Pinot, C'est Michael Storer, je reconnais. Non, mais à coureur FDJ, comme ça, si jamais c'est pas l'un, c'est l'autre. On verra donc lors du prochain podcast la semaine prochaine qui est de vous à raison entre Brandon McNulty, Ben O'Connor ou un coureur FDJ. Ça reste suffisamment large pour avoir un peu plus de chance, Johan. On sent le filou. Donc Johan, Louis et Théo, merci beaucoup d'avoir été en ma compagnie pour ce podcast débriefing des classiques ardennaises. Et donc, comme je l'ai dit, pour le prochain podcast, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ça sera l'occasion de faire la présentation du Tour d'Italie, le Giro. Ça arrive déjà, attention. Et en attendant la semaine prochaine, eh bien, vous pouvez nous retrouver sur le site et le forum du groupe Eto, legroupeeto.fr, ainsi que sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Merci beaucoup et à bientôt dans Chasse Patate.